Bonjour et bienvenue à tous sur Caro Magic Books. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture, alors seconde partie des livres du PLIP parce que j'en ai énormément. Le mois de janvier a été fortement... voilà, j'ai eu pas mal de lectures pour le PLIB. Je devais finir quelques services presse, mais voilà, il y avait pas mal de lectures pour le PLIB. Et puis le mois de février, j'aurais quasiment lu que des livres, que du livre du PLIB. En plus, il y en a que j'avais lu avant, je ne vous ai pas encore présenté, donc je vais en profiter aussi pour vous les présenter aujourd'hui. Mais c'est vrai que je commence à avoir un bon petit tas quand même là voilà, qui est, bah, il n'y a même pas tout, hein. Il y en a encore 3 sur le côté, plus 3 numériques, donc ça fait déjà pas mal. Donc je vous propose de commencer tout de suite pour que ça ne dure pas trop longtemps. Alors je voulais commencer, donc ce titre-là vous en avez forcément entendu parler. Il s'agit de Meute de Karine Renberg aux éditions ActuSF. Désolée pour le changement de lumière que ça cause à chaque fois quand je mets la tablette à côté de moi. Donc en fait on est dans un univers... alors on ne sait pas du tout de l'urban fantasy ou de la bitlit, c'est voilà, on est dans on sait pas trop dans quel univers on est, si on est dans un côté post-apocalyptique ou quelque chose de très légèrement futuriste ou en tout cas, le héros vit dans un quartier très mal famé qui s'appelle les Docks. Et puis ils font surtout il y a une coupure entre ceux qui vivent dans les docks et ceux qui vivent voilà, près du port, qui vivent dans des villas qui sont considérées comme riches et comme ne faisant pas partie des docks, parce que les docks, ils ont leurs propres lois. Il y a voilà, tout un système de crime organisé qui fait tourner le quartier. On a des combats qui sont organisés, des combats qui peuvent aller jusqu'à la mort. Et notre personnage principal fait effectivement ces combats. Ça lui permet de gagner sa vie. Alors je vais regarder parce que évidemment, comme j'ai lu l'année dernière, j'ai un peu oublié le prénom du personnage principal. Alors, j'espère ne pas me tromper. C'est Nathanaël, si j'ai bien ça. Ouais, Nathanaël. Ouais. Parce qu'ils sont plusieurs, ouais. Donc ça doit être Nathanaël. Et enfin Nat, en fait, il l'appelle dans le voilà. Donc lui vit dans les docks. Il vit essentiellement voilà de petits trafics. Il est très solitaire et personne ne sait qu'il est un lycanthrope, sauf son ami Val. Voilà, donc on va parler de lycanthropie, mais on va surtout parler de liens familiaux dans ce livre, puisque Nathanaël doit quand même faire part. Enfin, j'espère que c'est bien Nathanaël, parce que j'ai un doute sur le fait que ce soit Nathanaël comment le. Carrément, c'est pas noté, hein, oui, c'est ça, c'est bien Nathanaël qui est Lou et Val, son meilleur ami. Et donc Nathanaël fait quand même partie d'une meute. Alors il a laissé la maison que lui ont légué son oncle et sa tante à une meute, dont il fait plus ou moins partie. Mais bon, c'est parce qu'il a été plus ou moins obligé de faire partie d'une meute, parce qu'un lycanthrope ne peut pas vivre sans meute. Mais c'est quelqu'un de très solitaire. Il fait vraiment confiance qu'à son ami Val. Et puis en fait, un jour, il va faire la connaissance d'un très jeune lycanthrope qu'il va appeler Calam. Qui a l'air, c'est un ado qui a l'air complètement traumatisé. On va comprendre pourquoi. Et petit à petit, va se créer entre eux des liens. Et en fait, ça tourne plus autour de ça. Oui, on est dans un roman un peu, voilà, je pense un peu avec un côté très noir, très très sombre, hein, parce que les quartiers des docks, voilà, c'est sans pitié. Ils organisent des combats à mort. Voilà, c'est quand même très dur. Val, le meilleur ami de Nathanaël, n'a pas de vie non plus, lui aussi participe à ces combats, mais ils sont amis à la vie, à la mort. Et puis, on va voir Nathanaël se rapprocher petit à petit de Calam. Et en fait, le roman se tisse plutôt autour des liens de ces personnages, d'où le titre aussi Meute, puisque quelque part, ils vont aussi former leur propre famille. Donc, par la suite, on saura ce qui est arrivé à Calam, pourquoi il est autant traumatisé.
Moi, j'aurais voulu en savoir un petit peu plus sur le passé de Calam, sur, voilà, sur ce qui lui est arrivé, enfin, que ce soit plus développé en ce qui concerne ce qui lui est arrivé. Voilà, on le sait, hein, mais j'aurais voulu que ce soit un petit peu plus développé. À part ça, il y a des vraiment très belles relations. Il y a voilà, ce début de relation entre cet adolescent qui refuse de parler, qui refuse qu'on l'approche, qui ressent tout avec... en fait, il voit les auras des gens. Par exemple, vous êtes en colère, il va se rendre compte que vous êtes en colère. Il voit petit à petit votre aura virer une autre couleur et dire bah, l'aura en lui-même, il se dit l'aura est plus douce, il se sent lui-même apaisé. Donc c'est vraiment un superbe personnage, ce jeune garçon Calam. Et voilà, il y a cette relation qui va se développer entre Nathanaël et Calam. Il y a Val qui, lui, n'est qu'un simple être humain, mais qui fait aussi partie de la famille. On voit vraiment qu'ils sont très amis. Nathanaël a aussi une relation avec un chef de gang. Donc voilà, on a toutes ces relations-là qui vont se développer, qu'on va apprendre à connaître petit à petit. Et voilà, je dirais que c'est Meute, le titre c'est Meute, mais plutôt dans le sens familial. Évidemment, il y a des combats, c'est très dur, il y a des transformations. On voit Nathanaël se transformer, on voit qu'il aime son état de loup, mais oui, c'est vraiment à l'opposé d'un roman d'urban fantasy, quoi. Il n'y a pas d'amour, voilà, vous voyez l'héroïne qui tourne autour d'une créature surnaturelle, on se dit quand est-ce qu'ils vont passer à l'acte, c'est pas ça du tout, c'est vraiment, tourne vraiment autour des relations des personnages, et c'est ce qui fait la beauté du roman, même si à la limite, moi j'aurais presque aimé qu'il y ait un tome 2, qu'on en sache un peu plus, puisque je me dis c'est que le début de l'aventure pour tous ces personnages, et j'aurais aimé les retrouver après, mais bon. Bon, apparemment, l'autrice n'en fera qu'un. Enfin, ne fera qu'un seul tome. Elle va pas faire qu'un seul livre, j'espère pour elle. Mais voilà. J'ai lu aussi de Léo Mx Adriel aux éditions Explora. Alors là, on est dans un fantasy. Donc ça se passe dans un autre monde où il y a des mages. Alors selon leur couleur, ils ont des spécificités, ils ont un pouvoir en particulier. Adriel, notre héros, est en fait un mage bleu, donc son pouvoir est défensif. Et il est envoyé à la capitale pour faire partie de la garde personnelle de la princesse, puisque le royaume, enfin le roi du royaume d'Adriel dans le roman a été attaqué, a été empoisonné. Donc voilà. Alors la particularité de ce roman, c'est que c'est vrai que moi j'avais pas relu le résumé, sauf que j'étais surprise, c'est que Adriel est en fait est née femme. Alors au tout début du roman, moi je me disais, ils sont à deux dans le carrosse, Adriel et une autre jeune femme. Alors je pensais que c'était la jeune, parce que pour moi Adriel ça fait plus prénom féminin. Je pensais que c'était la jeune femme l'héroïne, mais non, c'est Adriel qui est donc un mage. Après, on sait qu'elle est issue d'une bonne, enfin très bonne famille, famille de nobles. Je me suis dit, bon, elle cache son identité en se faisant passer pour un homme pour ne pas ternir le nom de sa famille. Mais non, par la suite, elle rencontre d'autres mages bleus comme elle, dont des jeunes filles qui sont aussi issues de la noblesse. Donc c'est tout à fait accepté. En fait, les sujets en plus du côté fantastique, le roman va aborder les sujets du transgenre, de la non-binarité et du non-genré en fait. Et bon, c'est vrai que j'avais pas relu le résumé, donc du coup j'étais un petit peu perdue. Après, ah oui, d'accord, j'ai compris où vous voulez aller le roman. Si vous allez sur l'Instagram de l'auteur, de toute façon, vous allez voir que voilà, c'est quelqu'un d'engagé. Donc, du coup, c'est fait exprès. Donc, Adriel est un personnage qui, on dit plutôt il dans le roman, mais qui se cherche encore, qui se cherche une identité, qui en même temps va défendre la princesse, parce qu'il y a des complots de cour. On va découvrir les autres mages. Alors j'aurais bien aimé que ce soit un petit peu plus développé au niveau des autres mages et de leur pouvoir, ce qui était exactement leur pouvoir. Elle va rencontrer un jeune noble aussi. Voilà, une relation va se développer. Donc voilà, il y a plusieurs aspects. Elle a un ami qui, lui, est un personnage, je pense, asexué, qui ne cherche pas de relation. Un peu comme dans Meute, d'ailleurs, où il y a aussi un personnage voilà, qui est fortement le meilleur ami dans Meute, le meilleur ami de Nathanaël, Val, et est dragué aussi bien par les hommes que les femmes, mais il n'est pas intéressé. Voilà. Donc vous avez dans ces deux livres-là, vous avez des sujets abordés
voilà, oui, de non-genré, de non-binarité, mais aussi d'asexualité, quoi. Voilà, c'est tout. Ils ont pas forcément envie d'eux. Donc, voilà, c'est bien fait. Ça permet voilà, de découvrir un autre genre de roman. Et puis derrière, vous avez toujours cette intrigue de cours. Voilà, vous avez pas mal de rebondissements. Puis ce que j'ai aimé, c'est que Adriel restera jusqu'au bout lui-même, puisqu'il refuse de rentrer dans des carcans, de rentrer dans le moule en fait. Et voilà. Et bon, je vais pas vous raconter la fin, mais ce serait dommage. Mais voilà, c'était à ce niveau-là, c'est vrai que c'était sympa. Donc ces deux livres qui sont sélectionnés dans les 25 livres du PLIB. D'ailleurs, on doit choisir 5 livres. Enfin, moi, je suis jurée pour adultes et jeunesse young adulte. Donc, je dois donner 5 livres, mes 5 préférés en adulte et 5 préférés en jeunesse young adulte. C'est pas de la tarte, hein, je vous le dis. Donc en ce moment, j'en lis un maximum parce que j'ai trop peur de passer à côté de quelque chose et de pas, voilà, de pas, de le regretter après. Bon, j'en ai déjà 3 en jeunesse young adulte, j'en ai un voire 2 en adulte. Non, peut-être même 3 en adulte, mais il y en a un que j'ai juste terminé, donc j'attends un peu, je laisse décanter. Mais voilà, et là je me dis, il faudrait que je lise ça. Il y en a qui me tentent énormément. Il y en a vers lesquels j'ai pas envie d'aller. Donc évidemment, je vais plutôt aller vers ceux qui me tentent. Mais en même temps, il y a un Discord, qui a un salon de discussion qui a été créé. Et en même temps, il y a des livres à la base qui ne me tentaient pas. Et quand vous voyez les retours des autres lecteurs, vous dites, ah, il faudrait peut-être que je le lise quand même pour me faire ma propre opinion. Donc c'est un petit peu compliqué. Celui dont je vais vous parler, c'est le dernier numérique. Donc je vais vous parler, lui il était dans les 80 présélectionnés. Il n'a pas été sélectionné dans les 25. Là on est vraiment dans du roman jeunesse. Alors je vais essayer. Alors c'est adapté d'une bande dessinée. À la base c'est une bande dessinée. C'est Les Sortilèges de Zora, tome 1, c'est une sorcière au collège. C'est aux éditions Rajo. Alors c'est écrit par Eva, j'espère ne pas trop écorcher son nom, Eva Grisepan. Je vous mettrai les noms de toute façon en dessous, mais c'est adapté d'une bande dessinée écrite par Judith Pénienne et Ariane Delrieux, si je ne dis pas de bêtises. Je ne connaissais pas la bande dessinée, donc je l'ai prise avec moi. Je crois que je vous en ai déjà parlé pour le Cold Winter Challenge de ce roman, donc je vais peut-être pas trop tarder dessus. Donc là, on est vraiment dans de la jeunesse, hein. Je pense que à partir de 9 ans, ça peut être lu. C'est vraiment le genre de livre, voilà, le livre bonbon qui fait plaisir, qui fait du bien, qui est super agréable à lire. Voilà, on suit cette petite sorcière, elle est chez sa grand-mère qui vit dans une maison sur les toits de Paris. Je pense que c'est à Paris, hein, je ne dis pas de bêtises. Sur les toits de Paris, alors il y a un énorme jardin. La maison évidemment est plus grande à l'intérieur que ce qu'elle ne paraît de l'extérieur. Et normalement, les sorciers ne vont pas au collège des humains. Donc évidemment, Zora n'est pas contente. Donc sa grand-mère lui bloque ses pouvoirs. Alors en fait, ils ont une spécificité, les sorciers. Leur pouvoir réside dans une partie de leur corps. Et voilà, en bloquant cette partie, elle peut plus se servir de ses pouvoirs. Et elle se retrouve à devoir aller au collège. Donc elle est un petit peu maladroite au début parce qu'elle n'a pas l'habitude des relations avec les autres. Mais elle va se faire des amis, donc c'est assez sympa parce qu'on voit le début de l'amitié. Et puis il y a un récit, voilà, un fil conducteur. Bon, pour l'instant, il n'y a que le tome 1 qui est sorti en roman, mais en bande dessinée, il y a 2 ou 3 tomes de sortie. En fait, ses parents l'ont mise là aussi parce qu'ils sont en train de lutter contre des gens qui chassent les sorciers. Donc même elle, Zora, il faut qu'elle fasse attention de ne pas utiliser ses pouvoirs justement pour ne pas être repérée par ceux qui haïssent les sorciers. Voilà, donc c'est vraiment un livre jeunesse que je recommande. Je crois même que je vais l'acheter pour ma médiathèque parce que je les trouve vraiment super bien fait. Faudrait que je lise la BD, mais en tout cas, j'ai vraiment bien aimé le tome 1. Je trouve pour un roman jeunesse, il est vraiment super. Alors après, je reprends mon petit carnet de lecture. Alors, cette année, j'ai pris un carnet de lecture. Je crois que je vous montre mon monstre de l'année dernière. J'ai voulu mettre toutes mes chroniques, je les ai collées dans le carnet et du coup c'est devenu un truc horrible. Mais il faudra que je vous fasse une petite vidéo de présentation voilà, de ce que j'utilise un peu en termes de carnet de lecture pour m'aider à m'y retrouver parce que sinon ce serait l'horreur.
Donc, le suivant, si je ne dis pas de bêtises, que je ne vous avais pas encore présenté, c'est alors, hop, on passe encore à un genre complètement différent. Celui-ci était dans les 25 sélectionnés du PLIB en adulte. Ce sont les Chants de New Ying d'Émilie Kerbalek. Alors, c'est aux éditions Albin Michel Imaginaire. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé, qui est très dense, qui aborde de nombreux sujets. Voilà, on est dans le futur. Euh, bon, on parle pas trop de la planète. Alors, il y a une différence, c'est que on apprend, enfin on le voit de toute façon, et on apprend par la suite que ce sont les Chinois qui ont en fait les premiers conquis l'espace, et non pas ni les Russes ni les Américains. Donc c'est eux qui sont, voilà, qui sont davantage mis, enfin qui sont davantage en avance en tout ce qui concerne la conquête de l'espace, les explorations dans l'espace. Et on va suivre un personnage qui s'appelle Brume, qui doit être voilà, envoyé dans l'espace à plusieurs milliards de, enfin, plusieurs millions d'années-lumière, je ne sais plus, de la Terre pour aller sur la planète New Ying. Alors New Ying, ils ont envoyé des sondes là-bas. New Ying apparemment ressemble à la Terre il y a plusieurs milliards d'années, c'est-à-dire au tout début de la vie de la planète Terre. Et ils ont surtout entendu des chants qui ressemblent un peu à des chants de baleines ou de dauphins, qui ont un peu les mêmes sons. C'est pas les mêmes, hein, ils le précisent bien, c'est pas la même chose, mais ça y ressemble un petit peu. Donc ils sont, voilà, il y a toute une mission qui doit partir sur New Ying. Alors on découvre aussi que la Lune a été colonisée depuis pas mal d'années. Il y a d'ailleurs toute une génération qui est née, plusieurs générations qui sont nées sur la Lune, donc qui sont appelés les Sélènes. Ils ne se considèrent pas comme terriens. Donc ils s'en vont eux aussi dans l'expédition. Et l'expédition est financée par Jonathan Way, qui est un milliardaire, un précurseur. Il a notamment, alors on va parler de transhumanisme, d'intelligence artificielle, d'hommes augmentés, je vous en ai déjà parlé, hein, c'est-à-dire que maintenant, on n'en est plus à l'intelligence, on n'en est plus seulement à penser l'intelligence artificielle en se disant est-ce qu'ils vont développer, les robots vont développer leur propre intelligence, mais on en est à parler à l'homme augmenté, c'est-à-dire l'homme qui aurait en lui des parties robotiques en fait. Voilà, des parties. Mais je veux dire, c'est déjà le cas actuellement. Et ils parlent déjà d'implanter des puces dans le cerveau des gens pour qu'il y ait des données. Ou alors, ils parlaient à un moment de mettre des lunettes, je sais, où vous pouviez voilà, être connecté. Maintenant, on a bien des montres connectées. Voilà. On est déjà dedans. De toute façon, c'est vrai, une fois, j'ai vu un reportage, ils avaient mis. On voyait un monsieur qui avait perdu ses jambes et il avait des prothèses qui. Voilà, c'était des robots en fait, les prothèses, c'était de la robotique. Voilà, bon, on n'en est qu'au balbutiement pour le moment, mais c'est une réalité, et donc là c'est plus développé. Et Jonathan Way a trouvé le moyen, c'est un homme qui vieillit, il a trouvé le moyen de projeter sa conscience dans des clones de lui plus jeunes pour ne pas vieillir. Bon, bien sûr, c'est très dangereux parce qu'on se demande est-ce qu'il va retrouver tous ses souvenirs. Est-ce qu'il va être le même euh, au fur et à mesure qu'il va vieillir dans ce nouveau corps? Est-ce qu'il va vieillir de la même façon? C'est d'autant plus dangereux. Alors, il demande l'aide d'un autre chercheur, William, qui est un homme de confiance, mais le problème, c'est qu'il est aussi très proche d'un... je ne sais pas si je vais retrouver son nom. C'est c'est un Tibétain. Est-ce que je vais retrouver son nom? Un Tibétain qui a dû fuir son pays envahi par la Chine, donc qui a été très traumatisé par ce qu'il a vécu jeune. On voit son passé à un moment dans le livre. En fait, le livre se coupe presque en trois parties. Au début, on suit surtout Brume. Ensuite, on va les retrouver lors du voyage galactique alors qu'ils approchent de New Ying. Et ensuite, on va les voir sur la planète New Ying. Alors, le nom, est-ce que je vais retrouver le nom? C'est Song, je crois. Le nom de, voilà, de ce Tibétain. Alors, le problème de ce Tibétain, bon, évidemment, c'est un bouddhiste, donc il croit en la réincarnation. Mais le problème, c'est qu'il a fondé un ordre qui s'appelle l'ordre de l'éveil vrai. Et le problème, c'est on touche là, pour le coup, on touche à quelque chose de sectaire, quoi. Voilà. L'autrice va aussi aborder les problèmes de son âme.
Sonam, il s'appelle. Ouais. L'autrice aborde vraiment les problèmes de secte et malheureusement William Jonathan Way qui est ce milliardaire qui finance tout ça, il est un peu sous la coupe de son âme et on se demande jusqu'à quel point et tout ça on va le découvrir à la fin. J'étais un peu surprise parce que la deuxième partie on parle plus du tout de Brume mais on parle plus de Jonathan Way, de Sonam, puis après de William, l'autre chercheur et ensuite on retrouve les personnages. Alors par contre, moi qui suis pas du tout science pour dessous, j'ai beaucoup de mal à... J'aime bien la science-fiction, mais j'avoue que c'est pas évident parce que je suis pas scientifique du tout dans l'âme. Là, c'est franchement très abordable. Parce que les sujets abordés sont... Voilà, il n'y a pas de problème, c'est très compréhensible. Voilà, on parle pas dans de la science pure. Il y a que à la fin où c'est un petit peu plus flou. Mais on s'est fait exprès aussi parce que ça peut ouvrir des portes vers autre chose, sur d'autres questions, c'est-à-dire sur l'émergence de la vie sur une planète et notamment et du coup ça pose la question de l'émergence de la vie sur la Terre. Comment est apparue la vie sur la Terre? Comment ça s'est vraiment passé? Et voilà, il y a ce questionnement ouvert tout à la fin du livre. C'est vrai qu'on aurait presque envie de savoir, mais en même temps, je me dis c'est un peu le jeu aussi des livres de SF, c'est que derrière on se pose des questions. Donc voilà, je suis pas sur le coup de cœur, mais j'en suis pas loin quand même pour ce livre. Voilà, franchement, j'ai un autre, j'avais acheté un autre roman de cet auteur. En fait, c'était pas un roman, c'est un recueil de nouvelles. Donc ils sont plusieurs à avoir écrit, mais voilà, j'ai pris parce que j'avais vu qu'elle avait écrit et voilà, je serais curieuse de, je sais pas si elle a fait d'autres romans, mais en tout cas, voilà, celui-ci pour moi est une réussite. J'ai trouvé ça envoûtant. Il y avait un petit côté onirique. Puis voilà, toutes ces questions, effectivement, de secte, de transhumanisme, de l'origine de la vie. Enfin voilà, c'était vraiment, je vous le conseille parce qu'en plus, il est abordable, même pour ceux qui, comme moi, ne sont pas habitués à de l'ASF. Toujours un peu dans de l'ASF, toujours chez Albin Michel Imaginaire. Là, ce sont les fibustiers de la mère chimique de Marguerite Imbert. Donc c'est bien, c'est quand même deux auteurs, normalement on va dire autrices, mais j'ai un peu de mal avec ce mot, mais bon, c'est deux auteurs françaises quand même, donc quand même, bon, c'est pas mal. Donc il n'y a pas que les anglo-saxons qui peuvent faire des trucs bien. Donc là on va se retrouver pareil dans un roman plutôt post-apocalyptique. D'ailleurs on a le tout début, le prologue parle il y a une catastrophe qui arrive, on ne sait pas laquelle, on ne sait pas qui, que, quoi, comment, on ne le saura qu'à la fin. On se doute qu'il y a quelque chose, voilà, on nous met un petit peu sur une piste, je sais pas, peut-être à la moitié du livre ou à un tiers du livre, je sais plus trop. Voilà, donc en fait tout est détruit dans le monde et pour finir, tout est, notamment la mer chimique, ça s'appelle la mer chimique parce que en fait, tous les océans et les mers sont devenus invivables. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous baigner dedans parce que vous n'allez pas en revenir vivant. Mais ça a donné naissance aussi à des créatures assez spectaculaires, à des sortes de poulpes, méduses, non. Oui, mais aussi il y a des méduses aussi, mais des poulpes ou des calamars, des pieuvres, voilà, je cherchais le mot, des pieuvres géantes, à des espèces de kraken, quoi, de léviathans, enfin tout ce que vous voulez, des créatures qui elles ont survécu. Et sur cette mer chimique, et notamment sur cette mer, alors je sais pas si vous voyez bien, mais on voit toute une île, c'est une île en fait qui s'est construite d'elle-même avec tous les déchets qu'il y avait dans la mer. Voilà, les déchets se sont rassemblés. On voit ça par endroits hein, déjà actuellement. Les déchets se rassemblent, ils se sont rassemblés et ils ont formé un socle assez solide pour que des humains puissent vivre dessus. En fait, là, on va suivre Alors, il y a eu des guerres entre les clans parce que non seulement les hommes ont été quand même décimés par cet apocalypse, mais en plus ils ont trouvé, comme d'habitude, le moyen de se battre entre eux, sinon c'est pas drôle. Donc on est sorti vainqueur une méta-reine. Encore une fois, on va parler d'humain augmenté. Donc elle est à la fois humaine, à la fois robot, qui règne sur Rome. Bon, Rome qui n'est plus la Rome qu'on connaît maintenant, hein, qui a perdu de sa superbe.
Et elle a réussi à se rallier à un chef de guerre. Alors, je ne sais pas si son nom est noté. Parce que le problème, c'est que moi, je retiens pas les noms. Je retiens quand je fais ma chronique écrite. D'ailleurs, vous pouvez retrouver ma chronique sur Instagram si jamais vous voulez avoir plus de précision. Et elle s'est alliée avec un chef de guerre d'un autre clan. Malgré tout, il reste des clans qui restent autonomes, mais qui sont très violents parce ils n'ont pas grand-chose pour se nourrir, pour vivre, donc ils attaquent. Et puis cet autre clan forme des guerriers, mais les forme à un point. Il leur injecte des drogues, mais pour qu'ils ne sentent pas la douleur. Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable dans le sens où c'est complètement inhumain, quoi. Voilà. Et ensuite, on va suivre Ismaël, qui est un naturaliste, qui est envoyé en mission, mais son bateau va être attaqué et il va être recueilli par un sous-marin par des flibustiers, des pirates, donc qui naviguent sur la mer chimique, sous la mer chimique plutôt. Il va faire la connaissance, alors que je retrouve le capitaine Ismaël, voilà. J'aurais dû retenir son nom en plus, parce que je ne sais pas si c'est fait exprès, mais ça m'a fait penser à 20 000 lieues sous les mers, parce que vous avez déjà ce sous-marin qui est unique en son genre. Dans 20 000 lieues sous les mers, vous avez aussi le capitaine Nemo qui a son sous-marin, qui veut protéger, qui n'aime pas beaucoup les hommes. Et dans 20 000 lieues sous les mers, il y a un personnage qui s'appelle Ismaël d'ailleurs. Et là, c'est marrant, le commandant du navire s'appelle Ismaël. Je ne sais pas si c'est un clin d'œil que l'auteur a voulu faire à 20 000 lieues sous les mers. Voilà, donc il est le commandant de ce navire. Il est un peu cinglé sur les bords. En fait, c'est vraiment un personnage. Alors, il y a des scènes dures, hein, il y a des trucs. Voilà, on est dans du posta. Disons que. Il n'y a pas de scène particulièrement sanguinolente, mais il peut y avoir des rapports entre les personnages qui peuvent être choquants. À certains, voilà, il y a par exemple une très jeune fille dans le bateau. Enfin, dans le sous-marin, j'ai toujours bateau, c'est un sous-marin. Voilà, donc bon, je vous préviens, parce que je sais que les gens aiment bien être prévenus quand même. Voilà, bon, après, c'est un posta, et voilà. Non, je me trompe, c'est pas Ismaël. Oui, c'est Ismaël, le naturaliste, le capitaine du vaisseau. Je crois que c'est Jonathan aussi, si je dis pas de bêtises. Oui, voilà, c'est Jonathan aussi. On a aussi un Jonathan. On a un Jonathan dans les champs de Douying et on a un Jonathan dans voilà. Donc c'est Ismaël qui est naturaliste et c'est Jonathan qui est le capitaine de ce magnifique sous-marin qu'il a réussi à retrouver, qui navigue dans les mers chimiques et qui trafique. Il y a des prestataires qui lui demandent des choses un peu particulières. On va découvrir qui sont ces prestataires tout à la fin. Parce que dans le même temps, on va suivre une autre histoire, celle d'une jeune fille qu'on appelle une graffeuse. Alors les graffeurs, ce sont des gens qui sont quasi des humains, mais qui sont quasi omniscients. C'est-à-dire qu'ils savent tout, c'est-à-dire que ce sont encore les rares à avoir accès à l'écriture, aux livres, à l'écriture, ou qui se sont transmis leur savoir. Sauf qu'ils ont tous été massacrés quasiment parce que on voulait cacher des choses, donc on les a tous massacrés. Elle est la dernière et la méta-reine de Rome demande à ce qu'elle soit amenée à Rome. On va comprendre pourquoi après. On va comprendre le rapport entre Ismaël, Jonathan. Il y a aussi un autre jeune homme et une femme avec eux dans le sous-marin. Et puis avec cette graffeuse. Voilà, on va comprendre tout ce qui les relie à la fin. Parce que surtout, on lit vraiment deux récits parallèles. On se doute qu'il y a un rapport. On va comprendre à la fin puisque on va savoir à la fin ce qui s'est vraiment passé le jour où la terre a tremblé, si je peux dire, où ça a été la fin du monde. Pourquoi on en est arrivé là? C'était super bien trouvé. J'avoue que ouais. Je vais pas en dire trop, mais voilà, il y a non, j'ai pas envie d'employer le mot écologique, mais voilà quoi, la Terre est ce qu'elle est et peut-être qu'à un moment elle en a marre de nous supporter aussi quoi. Donc, voilà, je vous en dis pas plus pour pas vous gâcher la surprise. Alors, ce qui était aussi exceptionnel dans ce roman, c'est que c'est quand même assez dur. On est dans du posta. Voilà, vous avez des flibustiers, vous avez des hommes, des guerriers qui sont shootés à mort. Vous avez un monde très dur, mais il y a énormément d'humour. Plus les pages, plus j'avançais dans le roman, et plus. Alors c'est un humour second degré, hein.
C'est pas, voilà, on n'est pas dans de l'humour noir, peut-être pas très loin quand même, mais voilà, c'est de l'humour second degré. J'avoue que moi, ça m'a bien fait sourire. Enfin, en fait, j'ai refermé le livre avec le sourire, alors que quelque part, je me dis, il n'y a pas de quoi rire, quoi, parce que on sait ce qui s'est passé et la race humaine, c'est pas sûr qu'elle va survivre, mais on referme. Voilà, l'autrice a su mélanger vraiment un post-apocalyptique avec énormément d'humour, et notamment avec le personnage du commandant de marine, donc qui s'appelle Jonathan. Voilà. Donc c'était quand même super, mais vraiment super bien fait. Voilà, c'est voilà. Et encore une fois, bon, c'est pas de la SF, on est plus dans du posta avec un côté steampunk, hein, avec le vaisseau, voilà, la façon de vivre des gens, avec le. Enfin, steampunk, normalement, steampunk, c'est dans l'Angleterre victorienne. Mais voilà, on va dire qu'au niveau mécanique, on a un petit peu ce côté steampunk. Avec le côté aussi robotique, on a un petit côté steampunk, hein, les humains, voilà, qui sont, voilà, le transhumanisme en fait. Hein, voilà, on a ce petit côté-là et aussi énormément d'humour. Donc vraiment, Albin Michel Imaginaire, je crois que j'en avais encore jamais lu. Ça a été une bonne réussite pour moi. Donc bien sûr, j'arrive à la fin de la vidéo. J'ai plein de livres encore. Ah, j'en ai fait que 5. J'ai encore tout ça et j'en ai encore 3 là-bas. Ouais, un que je viens de finir. Donc, je sens que je vais vous embêter avec. Donc, les prochaines vidéos seront consacrées au plib, mais seront consacrées à l'imaginaire. Je pense, voilà. Les votes vont approcher aussi à force. Donc, voilà. Mais je pense que je vous ferai des updates autour de. Puis, sur mes coups de cœur aussi. Parce que j'ai eu un gros coup de cœur dans mes lectures, un autre gros coup de cœur. Donc, je suis super contente. Et j'ai enfin lu mon premier Aurélie Wellenstein et mon premier Ariel Holz. Et ça aussi, je suis super contente quand même d'avoir enfin découvert ces auteurs. Voilà, donc je vais vous laisser ici. Je pense que la prochaine fois, je vais vous faire un book haul parce que c'est pareil, j'ai reçu des livres, mais j'en ai aussi acheté plein. Donc voilà. Donc ça rentre, ça rentre, ça rentre. J'ai fait une petite campagne Ulule pour la première fois et j'avoue que je ne suis pas du tout déçue de ce que j'ai fait. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à regarder la vidéo, à laisser un petit commentaire, même si c'est un petit emoji, voilà, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et puis je pense qu'on se retrouvera la prochaine fois pour un book haul. Je vous souhaite de belles aventures livresques, et je vous dis à très bientôt. Bye bye!